Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman. Quelque part dans le désert, un petit village de Mauritanie à 4 heures de Tchenguetti sur les traces de Théodore Monod. Le fou du désert, comme on l'appelait chez les Touaregs, était parti à la recherche d'une météorite de 40 mètres de haut tombée 71 ans plus tôt. Quelques années après sa disparition, un autre fou du désert est tombé amoureux de ces contrées lointaines où les étoiles brillent par millions. Un chant se mit à jaillir d'une source pour voir naître un oasis. Maurice Freud, un voyagiste humaniste, a fait un jour une promesse à un ami, celle d'implanter un village modèle inspiré du soufisme, un projet agricole alternatif. Cet ami s'appelle Pierre Rabhi. Aujourd'hui, ce projet a vu le jour à Madène, en Mauritanie. Et c'était un soir, sous la tente des Touaregs, que j'ai rejoint ces gens du voyage. Pierre Rabhi et le thérapeute soufi Philippe Yacine de Maison, en train de palabrer entre croire ou ne pas croire en Dieu, en l'homme, en l'avenir, à la bêtise, et pour peu rire de soi-même. Bref, je vous invite à venir boire le thé et de participer à ce moment d'intimité sous la tente, comme si vous y étiez. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Tu crois? Tu prends mon dossier, tu le mets en dessous de la pile. J'ai participé. Non, mais rends-moi ce service, c'est pas grand-chose. Bon. Voilà. Donc, sachant que nous allons tous disparaître, et nous sommes conscients de cela, et que c'est irrévocable. C'est-à-dire que tu ne peux pas négocier quoi que ce soit. Tu mourras, comme je mourrai, comme tout le monde mourra. Ben, c'est pas un scoop facile, quand même. Ah, ça, oui, mais après, c'est la seule égalité qui existe. L'égalité absolue. T'arrives nu, tu repars nu. Absolue. Ah, ouais. Alors après, bon, ça nous travaille quand même, ces trucs-là. Mais c'est le sel de la vie en même temps. On n'accepte pas. Et moi, je pose un peu comme il me semble que du fait qu'on n'accepte pas notre finitude, parce qu'on a un peu la trouille quand même, hein, on n'accepte pas non plus la finitude de la planète. Enfin, tu vois, les ressources, etc., on les voit infinies. On les voit sans finitude. Moi, mon point de vue, c'est que là. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il me semble que que ce soit dans le vivant, il y a plus de coopération entre les êtres vivants pour que la planète elle tourne, pour que ça fonctionne dans tous les écosystèmes. Il y a plus de coopération que de prédation et de compétition. Alors, ça, j'en suis convaincue. Ah oui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Alors écoute bien que ce que tu viens de dire, c'est le secret de la conscience que nous devons appliquer à nous-mêmes. C'est-à-dire faire coopérer cette partie terrestre, que je ne rabaisse pas, c'est un élément minéral, végétal, animal, que nous la faisions coopérer avec cette dimension intérieure. Parce que si tu laisses l'homme seulement aux prises avec ce minéral, ce végétal et cet animal, tu vois bien que, regarde le communisme, c'est l'exemple parfait. Tu avais des idées extrêmement généreuses. Tu avais des idées positives qui voulaient aider l'humanité à un bien-être. Mais ils se sont appuyés uniquement sur cette nature terrestre humaine. Et tu as vu le résultat. Le résultat, c'est que tu chasses le naturel, il revient au galop. Si tu n'éveilles pas cette dimension intérieure, si tu ne relis pas l'extérieur à l'intérieur, la périphérie au centre, tu vas être dans un système qui sera toujours bancal. Et tu vois bien que toutes les tribus, tu vois bien que toutes les civilisations anciennes, c'est l'enseignement qu'ils nous ont donné.
Ils ont dit à l'homme, n'oubliez pas ce lien avec la nature, mais n'oubliez pas non plus le lien avec ce qui fait la nature. Alors, Et dans le monde entier, des Esquimaux, aux chamans d'Amérique du Sud, que t'as sous les pieds. aux gens du désert. Ton pied gauche. Hein, c'est pas un point de vue particulier. C'est partagé et pas un point de vue occidental. C'est partagé par les Pygmées, c'est partagé par les gens du désert, c'est partagé par les Esquimaux, c'est partagé par les tribus d'Amazonie. Tu demandes à une tribu, va demander à une tribu d'Amazonie comment elle voit le vivant, elle ne te le réduira jamais à un aspect extérieur. Elle te dira oui, il y a les ancêtres, il y a la nature, mais il y a l'esprit. Dans ma chambre, j'ai affiché ce magnifique discours, en espérant qu'il est authentique, du chef indien Seattle. Oui, Seattle. C'est la spiritualité à l'état pur. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Merveilleux. C'est la spiritualité à l'état pur. Pour moi, c'est la seule chose que j'ai affichée sur un mur de ma chambre, c'est ce discours-là. Ouais. Extraordinaire. Et quand tu vois que ça commence par des gens qui veulent acheter le territoire, une fois qu'ils les ont emmerdés d'ailleurs pendant longtemps, ils veulent leur racheter leur territoire. Et la réponse de Seattle, c'est vous voulez nous acheter notre territoire, mais la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Voilà. Tu démarres juste. Voilà, c'est tout. Tu vois là, tu démarres comme il faut. Et cet homme qui disait ça, c'est un homme qui était conscient justement de ce dont je parle. Sûr. Et que cet éveil de conscience à cette intériorité lui fait reconnaître son humilité, tu vois, par rapport à la terre. C'est simplement le réalisme. Qu'est-ce que nous sommes ? On se prend pour je sais pas quoi. Déjà, on est venu très tard. Sur les 24 heures qu'on donne à la planète, on est là depuis une minute et demie à 2 minutes. Et heureusement qu'on n'est pas venu plus tôt. Heureusement qu'on n'est pas venu plus tôt. La planète n'a pas eu besoin de nous. Et puis on prétend on prétend quoi ? Oui, bien sûr. Alors on est grisé par. C'est là où j'insiste beaucoup sur la notion d'intelligence. Parce qu'on a confondu aptitude et intelligence. Bien sûr. Et intelligence, on a un sagesse. cerveau qui a d'énormes Mais c'est pas la même chose. Mais l'intelligence, c'est pas ça. Et l'intelligence, c'est pas sortir premier de Polytechnique. Je m'excuse pour ceux qui sont peut-être sortis de Polytechnique. C'est pas ça. Oui. C'est simplement, c'est simple. Elle est omniprésente. Exactement. Elle est omniprésente et L'intelligence de la soit vie. tu te bloques Absolument. et le mental prend le pouvoir en disant voilà, soit tu dis absolument. de se contrer. Et, c'est- Et tu admires. Voilà, C'est pour ça que la et poétique c'est ça l'isolement est du monde importante. occidental. C'est un cerveau orgueilleux qui s'orgueillit de lui-même, qui juge tout de très haut, prenant tout le monde pour des imbéciles, sauf sa propre pensée. Mais sa propre pensée, à l'échelle de l'humanité, elle pèse rien du tout. C'est l'histoire de Prométhée. Elle pèse rien du tout. Dans l'histoire de l'humanité, elle ne pèse rien. Elle pèse 250 ans devant des millénaires, devant de multiples traditions qui ont expérimenté, vécu, parce qu'il ne s'agit pas de foi pour ces gens-là, il s'agit d'une expérience. C'est une expérience. Ils ont fait l'expérience de la Terre, ils connaissent la Terre et ils ont aussi fait cette expérience. Ils sont intelligents. Si je peux Ils sont intelligents. Et c'est l'intelligence C'est de la ça que vie. j'appelle l'intelligence. C'est l'intelligence de la vie. Pas seulement de la vie, parce que c'est de l'esprit aussi. Mais C'est-à-dire que la vie, pas comme tu dis, une intelligence mentale, c'est une intelligence non, du cœur, ouverte. c'est la réalité qui n'est pas contestée. Absolument. C'est la réalité qui a fait cette symphonie du monde, qui est extraordinaire. Parce que le monde est symphonique. Quand tu vas... L'écologie, c'est quoi? Moi, c'est pas l'écologie, défendre les machins, c'est pas ça. Oui. C'est retrouver la symphonie qui est intégrée dans la logique de la vie tout entière. Et qui intègre les étoiles, le ciel, tout ça, c'est symphonique. C'est pas simplement au niveau degré zéro. Et c'est ça pour moi la spiritualité. Et qu'est-ce qui est demandé à l'être humain? Admire. Oui. Quand tu admires, tu donnes une valeur à la réalité. Bien sûr. Parce que tu crées en toi une vibration qui est une vibration d'admiration. Bien sûr. Et bien ça, c'est provoqué par la vie elle-même. Donc c'est notre rôle à nous, c'est Bien ça. sûr.
Mais quand tu es dans l'admiration, tu ne détruis pas. Nous cherchons à adapter l'harmonie du vivant à nous-mêmes, alors que toutes les civilisations ont fait cette coopération, se sont aussi compris qu'il fallait s'harmoniser à la vie, que l'homme devait s'harmoniser avec ce qu'il y avait autour de lui. Tandis que nous, on veut réduire le monde à ce que nous sommes. Tu vois bien l'Occident. C'est la tentation de raboter le monde, de le faire rentrer dans sa façon de fonctionner, et finalement, c'est en train de se fragiliser, de se fracturer, ça n'a pas d'avenir. Parce que ce n'est pas assis sur les bases du vivant, sur des bases qui peuvent durer, c'est évident. C'est pire que ça, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train de nous éradiquer nous-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que toutes nos transgressions, n'étant pas en conformité avec les lois de la vie, ça veut dire que de toute façon, la vie triomphera. Et quand on dit détruire la planète, tu ne détruiras pas la planète. Non, elle a sa finitude, bien sûr, d'ici, je ne sais pas combien de milliards d'années, j'en sais rien, en tout cas. Bon, en tout cas, on ne détruira pas la planète. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai vu, chez moi, en plein désert comme ça, des dunes comme ça, c'est un peu comme ça. Il y a eu une année, une pluie exceptionnelle. Le désert a reverdi. Alors tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vie est tellement maligne que des graines se sont stockées et elles attendent. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, elles attendent que la pluie. C'est incroyable. Deuxième signe d'intelligence. Si je parle comme une plante. Je suis dans un endroit précaire, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'eau, il ne pleut pas assez, etc. Bon, je pousse quand même, mais attention, je ne vais pas perdre mon temps à faire des feuilles, des machins, je vais aller direct à la graine. Il y a des plantes nanifiées, elles font la graine rapidement, parce que la transmission doit se faire. Et donc, je ne fais pas des fioritures de feuilles, de beauté, de machins et de trucs, je vais directement à la graine, parce que quelques jours après, eh ben, c'est le cagnard et ça détruit tout. Et la plante, la plante, elle a semé sa graine. Mais ça y est, elle a transmis. C'est observable. L'intelligence c'est l'intelligence naturelle. Oui, on perd pas de temps. Quelques jours dans le Sahara, alors qu'en milieu arrosé méditerranéen, par exemple, la mission 3 semaines. Le souvenir, la survie. Tout à fait. Oui, et j'ai observé. Les graines sont en état de quiescence. Et il y a l'exemple aussi, à l'inverse de l'eau, le feu. Hein, les feux de forêt qui font repartir après plein de graines en état d'attente. La planète, elle a survécu à plusieurs catastrophes extraordinaires. Hein. L'histoire du comment ça s'appelle, les choses qui avaient la disparition Message de vie, donné à comprendre. Après la civilisation des scorpions. C'est impressionnant. L'environnement de Tchernobyl est devenu un superbe univers végétal et animal. J'ai vu un reportage. Parce qu'il n'y a plus d'hommes, oui. Parce qu'il n'y a plus d'hommes, oui. Oui, c'est ça. Des espèces animales sont revenues. Et pas seulement pour produire des légumes. Je jardine et j'ai mis dans ma vie une inconditionnalité, c'est que je ne veux continuer à être un paysan relié à la terre. C'est pas pour bouffer, je peux acheter, il n'y a pas de problème, j'ai les moyens d'acheter à bouffer. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire dans la connexion avec cette terre-mère que je soigne et me donne ma nourriture. Et alors là, il y a une leçon, toutes les leçons. Tu ne peux pas semer et récolter. Si tu n'es pas patient, ne fais pas jardinier. Tu attends. Tu te mets la graine, attends. Bon. Si tu es là, alors on va chercher des artifices pour que ça pousse plus vite, etc. etc. Mais dans le cycle normal, les choses vont pousser et tu vas avoir une espérance à voir pousser. Une espérance en attendant le fruit. Et quand tu arrives au fruit, tu arrives à l'apothéose. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fruit?
les moyens de la reproduction Les graines. des graines. Voilà. Et donc ça redémarre. Voilà. Et ce cycle extraordinaire fait que tu es là dans une admiration de cette intelligence. Tu mets une graine de tomate, tu lui dis pas il faut faire ci, il faut faire. Elle sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas, t'as pas besoin de Elle a sa dire. propre information. Et alors comment se fait-il que dans, cette graine infime, eh ben, là-dedans il y a l'intelligence, comme dans notre corps. Il y a l'information. Voilà, je viens de bouffer un repas, il n'y a pas un bouton digestion. Ben, et tu vois, la problématique de l'homme, c'est qu'il a cette information, mais son intelligence, une fois qu'elle est coupée, l'animal et le végétal n'ont pas ce problème. Le radis ne peut pas couper son information. Il n'a pas la possibilité de couper l'information avec lui-même. Le radis deviendra radis. Après, comment, ça va dépendre des circonstances. Ça dépend des circonstances. Mais regarde, l'homme, il a la possibilité de se couper de son information. Et tu vois qu'à un moment donné, dans la vie, on est paumé. Et tu vois beaucoup de gens qui ne sont plus en relation avec leur information. C'est-à-dire avec ce qu'ils sont. Et qui ont du mal. Les soufis disent leur souffle. Tu vois, leur souffle. L'homme, parce qu'il se coupe de cette intériorité, perd cette relation avec sa profondeur et finit par, comme une toupie, souvent tourner en rond. Tandis que le radis n'a pas ce problème, ni, comme je dis très souvent, le lapin, quand il sort de son terrier, il ne se pose pas tellement de questions. Il sait ce qu'il a à faire d'une manière ou d'une autre. Tout animal Voilà. sait faire. Voilà. Tout animal, nous on a été des fermiers avec une diversité d'animaux. Bah, ils savent tous ce qu'il faut faire dans leur registre. Voilà. Seulement, ils sont dans un univers artificialisé, puisqu'on leur crée Ah oui, tu parles un des univers animaux. artificiel. Ils ne sont pas dans la nature où ils se débrouillent comme ils veulent. Donc, on les domestique et on leur impose un mode un biotope, un mode d'existence, etc. etc. Bah, ils se débrouillent avec ça. Mais dès que tu les laisses dans l'animal sauvage, il se Il sait débrouille. ce qu'il a à faire. Et en même temps, c'est avec une chose qui m'avait beaucoup frappé. Une année, il y avait une petite poule naine. On ne savait pas où elle était. Tous les jours, on se demandait, mais où est-ce qu'elle était. De temps en temps, elle apparaissait. Et ensuite, elle repartit, on ne savait pas où elle était. Et un jour, elle revient avec 20 petits poussins derrière. C'est un grand classique, ça. Un petit poussin derrière. Mais il faut Et que puis- tu aies un environnement naturel pour qu'elle puisse se cacher. Oui, elle était dans un Ouais. environnement naturel. Et tu dis... Et alors, Pardon. je finis juste ça, parce que c'est important. Alors, elle a le devoir de transmettre la vie. Donc, elle est avec ses poussins, elle les éduque. Les poussins suivent derrière, elle les éduque, elle leur montre, voilà, ça se mange, ça se mange pas, et les poussins après. Et au bout d'un moment, le poussin est initié. Maintenant, débrouille-toi. J'ai vu sevrer devant moi. Pendant des jours et des jours, on a vu la mère poule avec ses poussins. Et à un moment, elle s'est retournée contre ses poussins, s'est mise à les piquer. Ils ne comprenaient rien, les pauvres. L'apprentissage de la mis à vie. leur place. Ils ne comprenaient rien du tout. Et bien c'était maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant débrouille-toi. Je vais passer à une autre couvée. Alors après,
Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Tu as une intelligence du vivant. Nous, on considère que le vivant, il y a un lien, il y a une intelligence du vivant qui anime la création. Bien sûr. Et tu vois que les animaux, ils ont une capacité d'adaptation, une capacité d'intelligence, bien évidemment. Et c'est peut-être plus qu'on l'imagine, mais en même temps, moins qu'on veut leur donner. L'homme est quand même un être d'exception. Ça, il y a une petite anecdote vraie. Nous étions éleveurs de chèvres, fabricants de fromage, etc. Donc on avait des chèvres, on avait limité volontairement à 35 bêtes parce qu'on ne voulait pas avoir un grand troupeau, etc. Et puis nous sommes dans un milieu qui est très chaotique. Et les bêtes sont mises dans ce milieu. Et un jour, je vais les rechercher. Et puis je me paume. Je n'arrive plus à trouver. Elles étaient là à me regarder. Mais oui, qu'est-ce qu'il veut? J'étais tourné. Et ben, je me suis mis derrière. Pour les suivre. C'est elles qui m'ont conduit parce que moi j'étais paumé. C'était prodigieux comme. Alors tu prends une baffe quand même, tu te dis. Oui. Mais voilà, c'est tout ce qui relève de cette beauté extraordinaire, de ce mystère extraordinaire de la vie que la modernité refuse. C'est ça. Elle veut rationaliser, elle veut compartimenter, elle veut réduire l'océan de la vie. C'est comme si on voulait faire rentrer l'océan, comme je disais, dans un petit verre d'eau. Il y a parce que nous n'utilisons pas ce kolb, ce cœur. Comprends? Et toutes les traditions nous ont enseigné que l'homme doit vivre d'abord dans cette relation avec son cœur, parce que c'est lui qui l'aide à se mettre en harmonie avec le monde. L'intelligence est un outil. L'intelligence, c'est un outil. C'est pas lui qui doit te guider. Tandis qu'aujourd'hui, on prend l'intelligence mentale comme maître. C'est lui qui décide, alors qu'il doit être simplement un outil, un conducteur pour faciliter les choses. Mais l'ordre, c'est-à-dire l'inspiration, ce qui guide cette énergie-là, doit venir d'autre part, d'un endroit où il y a plus de sagesse, où il y a plus de contact avec l'ensemble de la vie. Parce que là où tu l'as pas. Oui, mais c'est une question d'éveil, c'est une question d'éducation, c'est une question d'éveil. Tout être peut accéder à ça. Tout être peut accéder à ça. Quand on parlait tout à l'heure... C'est une question d'éducation. On parlait de rationaliser et tout. Tu as eu l'exemple de Mao Tse-tung pour protéger les graines qui a voulu faire disparaître tous les oiseaux. Mais Mao Tse-tung, c'est pas un exemple de sagesse. Non, mais voilà. Donc tout un exemple de connerie monumentale. Mais bon, t'imagines qui influe sur l'histoire d'une façon dramatique. C'est ça qui est... Oui. Moi, Trump, je sais pas, il y a des Trumpistes peut-être, je m'en excuse. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de Trumpistes ici. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'affiliés. Mais quand tu vois ce type-là émerger de la conscience collective, parce qu'il n'est pas un dictateur, il a été élu. Quand tu vois ce type-là qui va faire régresser l'humanité, tellement il est bête, et qu'il est mis au pouvoir, c'est pas lui tout seul, c'est-à-dire qu'il est représentatif de toute une... où on est aujourd'hui la conscience collective. Et ben c'est pas très brillant. Il est représentatif d'un peuple génocidaire. Il devient conseiller de Macron, hein. C'est les dernières nouvelles de la France. Oui. Sarko... Enfin, bon. Il sait plus que faire, le pauvre Macron. Il est au chômage, alors il cherche. Comme s'il avait réussi quelque chose. Je sais pas ce qu'il a réussi. Si, il a tout à l'heure, oui. Tu crois en l'humanité? Comment? L'avenir pour l'humain. Mais les philosophies anciennes, si tu prends, regarde, celui qui a nourri toute la philosophie occidentale, en tout cas pendant très longtemps, c'est Platon et Socrate. Mais si tu regardes d'où vient cette philosophie, c'est pas une philosophie comme la philosophie de Sartre, c'est-à-dire quelqu'un qui a réfléchi à une sorte d'idée individuelle. Platon, il n'a fait mais il a reçu, si tu veux, les enseignements de Socrate. Mais Socrate n'est pas une sorte d'illuminé, auto-illuminé.
C'est pas vrai. Socrate, il est relié au mythe d'Éleusis, c'est-à-dire à toute une tradition grecque, pré-grecque, à un enracinement à l'intérieur d'une tradition. Il faut surtout pas imaginer que Socrate, c'est quelqu'un qui s'est réveillé le matin comme ça, avec une sagesse innée, qui s'est mis à parler. C'est pas du tout la réalité. C'est un initié. C'est quelqu'un qui a reçu des enseignements, qui a eu un maître. Tout à fait. Mais il a abouti, Il a abouti à la vérité. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Voilà. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'humilité de l'homme. Pas tourner. Est-ce que nous savons quelque chose? Moi, je sais. En tout cas, je ne sais rien. Voilà. L'humilité de l'homme, excuse-moi, c'était aussi de sa part ôte-toi de mon soleil. Ça, c'est Démosthène. Ah mais c'est vrai. Diogène. C'est Diogène qui. Mais c'est pour dire, si tu veux, que la valeur et l'intelligence de cette philosophie s'enracinent dans une chaîne aussi, s'enracinent dans une continuité, s'enracinent dans une sagesse. Tu comprends? Alors, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Oui, d'accord, mais la question très objective, est-ce que nous sommes dans une évolution positive ou pas? Moi, je ne vois pas. Je ne crois pas qu'on est dans une évolution positive, loin de là. Du point de vue de la conscience de l'humanité, je ne pense pas non plus, c'est une régression. Aucune régression sur tous les plans. Il y a trop de facteurs. L'être humain détruit l'être humain. L'être humain détruit la nature. les fondements même de la vie. C'est pour ça que je suis écologiste sacré. Je peux le dire ici, mais je ne suis pas un écologiste. Je suis un écologiste sacré. C'est-à-dire que, en fait, je pense création divine. Et cette création divine, il y a longtemps que toutes les religions auraient dû insister sur le fait que... alors ils proclament tous que Dieu a créé. Mais si Dieu a créé, c'est sacré. Mais bien sûr, vous n'allez pas détruire. C'est bien dans la Bible qui a noté quand même quelque part, vous dominerez les poissons de la mer, les animaux de la terre, etc. Attention, ça c'est l'empreinte. Non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Les traditions spirituelles donnent à l'homme une dimension. Il se donne à lui-même. Les traditions spirituelles, les sagesses donnent à l'homme une place très importante. Tu as dit toi-même un être d'exception. Oui. Et absolument, un être d'exception, mais avec les responsabilités qui vont avec. Attention, avec les responsabilités qui vont avec. Par exemple, dans la tradition soufie, l'homme est le khalifa, c'est-à-dire c'est pas un homme déchu, c'est le représentant de Dieu sur terre. Le représentant, celui qui a si tu veux, il est le représentant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit, en tant que représentant, accomplir ce que le divin a mis comme sagesse à ordonner. Et on a vu l'autre fois que Dieu s'exprime en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc si tu es représentant de Dieu, tu dois être en premier lieu représentant de sa miséricorde, représentant de son amour. Tu comprends? C'est ça. Respect. Et du respect. C'est la place de l'homme lui donne une responsabilité importante. Ce qui se passe aujourd'hui... Domination. Il aurait pu noter coopération. Coopérer avec l'ensemble du vivant. Il n'a pas dit, il a dit dominer. Dominer, c'est quand même... Et puis, en plus, il a dit, il est le représentant du divin, Khalifa. Ça ne veut pas dire qu'il lui donne une sorte de supériorité sans concertation. Parce qu'il donne l'exemple de la vie des animaux dans laquelle, par exemple, tu as dans le Coran la sourate des fourmis, tu as la sourate des abeilles. Et Dieu dit de l'éléphant, ne méprisez rien de la création. Tu comprends? Je crois qu'on n'a pas compris. Voilà, c'est le problème. Ne méprisez rien de la création. Il y a beaucoup de choses qui disent à l'homme qu'il est dans un ensemble, qu'il est dans un cycle dont il doit prendre soin. C'est pas une supériorité d'un dictateur sur un monde qu'il peut utiliser, tuer, manipuler. C'est pas cette idée-là du tout. Il est le représentant de celui qui a créé ce cycle du vivant. Donc si tu es le représentant de celui qui a créé le cycle du vivant, tu dois prendre soin du cycle du vivant. Dans son intégralité. Et tu as une parole qui dit regarde, Dieu dit celui qui prend le plus soin de ma création, c'est celui qui est le plus près de moi.
celui qui prend soin de ma création, c'est celui qui est le plus près de moi. Et c'est écrit tout ça. C'est un hadith, une parole du prophète. Excuse-moi, je suis peut-être un pinailleur. Hein. Non, Moi, je vois le résultat n'est pas beau. Oui. Quoi qu'on raconte, alors que le fait Dieu résultat. Alors, si j'étais Dieu, d'ailleurs, quand il a des problèmes, il téléphone. Voilà. Voilà. Le pauvre, il doit être débordé. Il doit plus savoir, mais qu'est-ce que c'est que ces humains? Il y a rien. J'ai dit des tas de choses. Eh ben, il a envoyé Pierre pour dire faut bouger les gars, faut faire autre chose. Les envoyés qui sont là. Pierre avec ses 51 kilos, je peux dire que c'est pas si simple. Eh ben vas-y. Il y a aussi le tribunal international de la Haye. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Il ne faut pas lui mettre sur le dos, ce que nous ne faisons pas. Tu peux pas dire encore une fois qu'il n'y a pas sur la terre de quoi nourrir toute la création. Bien sûr qu'il y a de quoi nourrir tous les hommes. Maintenant, attends, je suis pas en train de me mettre sur le dos. Je me demande si l'interprétation humaine est juste. Alors tu parles d'un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu admets ça? Oui. Donc ça veut dire qu'il savait comment l'histoire allait se dérouler. D'une certaine façon. Eh ben oui, s'il est omniscient, il savait il savait comment l'histoire allait se dérouler, il le savait. Oui. Donc pourquoi nous a-t-il foutu sur cette terre en sachant qu'on va foutre le bordel? Mais attends. Est-ce qu'il y a une bonne femme qui mange une pomme? Attends. Et alors, attends. Là, attends. Non, mais je vais répondre à ça. Pour revenir à Ève. Je vais répondre à ça. Ouais. Parce que tu parles de son omniscience, mais là, tu es en train de la réduire à un scénario. Mais peut-être a-t-il dans son omniscience plusieurs scénarios. Pourquoi n'y en aurait-il qu'un? Non, il y a peut-être plusieurs scénarios possibles qui dépendent de ce que l'homme va faire. Alors, je vais être encore plus mécréant. Je ne lui ai pas demandé de me créer. Il aurait dû me demander de me créer d'abord, me dire est-ce que tu veux vivre ou pas. J'aurais dit oui ou non. Mais là, il me crée et démerde-toi. Voilà. Et, alors, donc, tu avais le choix. Caricature peut-être. Non, tu avais le choix. Ouais. Soit de la non-existence. Mais quel choix? J'étais bourré alors. Non, tu n'étais pas bourré. Tu avais le choix de la non-existence ou de l'existence. Quel moment? À un moment dont tu te souviens plus. C'est trop facile de dire à un moment. Tu dis que j'ai pas eu le choix. Qu'est-ce que tu en sais? Tu t'es réveillé sur Terre tout d'un coup. C'est un fait. J'ai rien demandé. Oui, cauchemar. Mais de là où tu viens, tu sais pas si tu l'as demandé ou pas, tu n'en sais rien. Oui, bah alors c'est trop facile. Ah non, c'est pas plus facile que de dire. J'ai accepté un machin, un truc. Non, si j'étais libre, la liberté aurait été de me dire voilà, le choix, voilà ce qui va se passer dans ta vie, voilà comment ça va se dérouler, etc. Est-ce que l'eau est assez tiède? Est-ce que je prends? Je prends ou je prends ou pas? Je refuse. Mais ça voudrait dire que je sois déjà créé avant. Oui, puis ça voudrait... Comme je n'ai pas demandé à être créé, donc... Oui, ça voudrait dire que c'est
pas Dieu, tu comprends? Ah, t'as tout compris. C'est ça le problème. Mais il y a quoi, En une fait, tu voudrais être Dieu. C'est à Tu ça- regrettes de ne pas être c'est à Dieu. ça que je voulais venir. T'as raison. C'est mieux lui, je suis d'accord Je te avec toi. remercie de l'avoir subodoré. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Ça toi. n'aurait pas été très... Ça aurait été un peu gonflé que je suis Dieu. Tu as raison, c'est la meilleure place. Tu as raison, c'est la meilleure place. Oui, mais attends, tu vas pas venir, maintenant que tu sais que je suis Dieu, je te donne rien. Il n'est pas question que je te donne quoi que ce Ce soit. soir, parce que je devinais. Si tu ne l'amènes pas, sinon t'es trépuchant. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Tu comprends, ça c'est la nafs. Et on c'est- évoquait la pauvre Ève sur laquelle on a mis le dos de tout. Elle symbolise pas l'âme. Ève, faut faire attention, parce que c'est très symbolique tous ces discours de la sagesse. C'est pas des discours qu'il faut. C'est pas la femme en tant qu'être là aujourd'hui devant nous féminin. C'est le nefs, c'est-à-dire l'âme en nous-mêmes, que ce soit homme ou femme. C'est l'âme en nous-mêmes et son désir justement de toujours vouloir maîtriser, régenter les choses, avoir décidé ce qui allait, ce qui se passait. Pardon ? On dit que c'est plutôt masculin, ça. Oui, mais l'âme, qu'elle soit masculine ou féminine, elle est toujours dans cette volonté de contrôle. Regarde ce que disait Pierre. C'est-à-dire, moi, j'aurais bien aimé qu'on me demande si j'allais c'est la faire. moindre Voilà. des choses. C'est si ça. je suis Tu libre. vois l'âme On humaine. tombe dans l'absurde. Alors qu'au-dessus, il y a un ordre qui est pour nous difficile à avaler. Ce que dit Pierre, c'est l'existence humaine, elle est difficile à avaler. C'est vrai qu'on n'a c'est une pas... réussite ou une Et échec? certains d'ailleurs se révoltent, contre cette énergie en Message disant, mais de après vie. tout, j'ai rien Donner demandé. à comprendre. Ça s'entend. Mais c'est là, si tu laisses parler uniquement l'âme, effectivement, elle a tendance à embrayer vers là. C'est pour ça que l'éducation d'éveil qui était donnée dans ces sagesses, c'était d'éveiller le cœur qui permet de trouver cet équilibre, tu vois, d'apaiser l'âme, de lui permettre de trouver qu'elle ne tourne pas en rond avec elle-même. Parce que quand elle tourne en rond avec elle-même, elle se trouve toujours dans des impasses que tu ne peux pas résoudre. Tu ne peux pas résoudre mentalement. Voilà. C'est ça la différence Pour moi, avec les sagesses anciennes et la pensée philosophique moderne. Pensée philosophique moderne, c'est une pensée qui tourne en rond et qui finalement te fait déboucher nulle part. Une fois que tu as lu Sartre, d'ailleurs si tu arrives à lire L'être et le néant, je te donne... Ah, le pauvre Sartre. Moi je l'ai commencé à 13 ans, j'ai toujours pas fini. Je Non, l'ai mais compris. il était dans son délire. Je l'ai étudié. Tu comprends? C'est d'une intelligence extraordinaire. Sartre. C'est pas intelligent. Mais Arrêtons d'appeler intelligence si tu n'importe veux, quoi. mais en tout cas, Non, c'est pas de l'intelligence. il y a une forme de refuse recherche, d'accepter, etc. Mais oui. elle tourne en rond. Voilà. Voilà. C'est dans les aptitudes. Et elle t'amènera du point de vue existentiel sur une forme de vide. Sur une impasse. Voilà. Les sagesses intérieures, ce ne sont pas des sagesses de cet ordre-là, c'est des sagesses de l'expérience d'une vie qui est en toi et qui est en même temps hors de toi et dans l'ensemble de la création. C'est tout à fait la différence. Voilà. Et bâtir... Moi, j'ai jamais trouvé Sartre intelligent. Oui, Il était névrosé, il avait besoin de donner un sens En aux tout choses cas, tout en étant... moi, vers 13-14 ans, ça m'a fasciné parce que, en fait, je me suis trompé dans la bibliothèque. Je cherchais pas du tout Sartre en réalité. Nous, on n'a pas eu le choix. Hein. On a Et je ne sais étudié pas avec- comment ça se fait. J'ai pris ce bouquin et quand j'ai lu la première page, tu sais, je suis arrivé à la fin. J'avais même pas compris de quoi ça parlait. Oui, oui. Et je me suis dit, mais c'est super intelligent. Je comprends pas, ça doit être un truc extraordinaire. Puisque je Et il faut comprends pas. creuser. mais tu creuses, tu te noies dans un Ça univers. te ramène toujours à Socrate avec les sophistes. Oui, Pas les soufistes, les les sophistes. sophistes. Et ça te ramène à Socrate. Voilà. Je suis conscient que je ne sais pas. Je suis conscient que je ne sais pas. Oui. Voilà pour moi le summum. Mais c'est- Je ne sais pas, mais je sais Oui, mais que je ne attends. sais pas. Que je ne sais Oui, pas. mais attention Pierre, ça, c'est dit
c'est une partie de cette sagesse-là. C'est une partie de cette sagesse-là. C'est-à-dire, c'est pour le mental, justement. C'est pour cet ego, c'est pour l'âme. L'âme doit savoir qu'elle ne sait pas. Parce que quelle que soit sa science qu'elle acquiert, elle sera toujours ignorante d'une partie du vivant. On ne parle pas de la science du cœur. La science du cœur, c'est autre chose. La science du cœur, elle connaît et elle est connaissante, non pas parce qu'elle sait par elle-même, mais parce qu'elle est en relation avec celui qui sait. C'est une information de l'origine. Oui. Donc là, c'est un savoir autre. Voilà. Pour moi, l'être humain, il est fait pour jubiler. Tu vois, tu regardes une fleur, c'est une fleur. Mais la jubilation qu'elle produit, c'est sûr. C'est ça l'être humain. Nous sommes faits pour admirer et prendre soin. Et avec cette admiration et ce soin que nous amenons, nous nous nourrissons d'une façon merveilleuse. Parce qu'on est des admirants. Et on est devenus des destructeurs qui n'admirent plus rien, qui ne respectent plus rien, qui détruisent tout, etc. Alors que notre vocation, vraiment, quand on se sent dans la jubilation, c'est absolument extraordinaire. Oui. C'est la sensation la plus élevée qu'un être humain puisse ressentir, cette jubilation. Le bonheur est dans l'amour et dans la jubilation, parce que jubilation, amour, c'est un peu la même chose. Et c'est la nature, s'il avait aimé la nature, on ne l'aurait certainement pas détruite. Et aujourd'hui, il faut voir... bien sûr, tu vois bien que le système dans lequel on vit n'est pas basé là-dessus. Oui. Et je pense que, heureusement, il y a des êtres humains qui échappent à ça et qui sont différents. Je parle du destin collectif de l'humanité. Moi, je viens de manger, c'est confortable, mais je sais que des enfants ne mangent pas. Et ça, eux n'ont pas mangé. Et qu'on sait, moi je ne peux pas rester indifférent à ça. Et c'est pour ça que je rends grâce en disant, bon d'accord, moi je suis privilégié, j'arrive à manger à ma faim. Mais je pense à celui qui ne mange pas à sa faim. Donc il y a... C'est ça la conscience. L'humanisme, pourquoi l'humanisme? L'humanisme parce qu'on intègre en nous-mêmes l'ensemble de l'humanité, le sort de l'humanité. Et aujourd'hui, l'histoire a fait qu'il y a une civilisation dominante qui a imposé à l'ensemble de la planète ses vues à elle. Mais malheureusement, à travers un matérialisme intégral. C'est-à-dire, on revient à l'homme démiurge, c'est-à-dire l'homme qui se prend lui-même pour Dieu. Absolument. Il évacue Dieu pour se mettre à sa place. Bien sûr. Et il croit qu'avec sa technique, ses machins, ses avions, ses trucs, il va instaurer le bonheur. Sauf que c'est complètement raté. Bien sûr. Et on voit des gens dans l'abondance, dans la surabondance, et j'en connais beaucoup. Anxiolytique, psycho, divertissement. Et on voit des gens dans une forme de simplicité, très heureux. Et ils sont dans la légèreté. C'est une question de cette unité du vivant. Tu peux tout avoir, mais si tu n'es pas dans cette conscience de cette unité du vivant, le bonheur, l'amour dont tu parlais, cette jubilation, a du mal à habiter ton cœur. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué Diogène. Moi, Diogène, je le trouve formidable. Il avait simplifié sa vie, il vivait dans un tonneau, il ne peut pas faire moins. Il accumulait partout. Il n'accumulait pas les choses dans son tonneau, il n'était pas... Quand on parle du syndrome de Diogène, c'est bien celui qui accumule, qui n'arrive pas à se débarrasser quand même, non? Mais on garde... Ah, d'accord. On garde son souvenir parce qu'Alexandre était venu le voir pour lui tenir un grand discours. Parce qu'Alexandre, à cette époque, il faut se rappeler ce que c'était. C'est un immense César, si tu veux. Diogène était dans son tonneau. Voilà, sors. Tu me fais de l'ombre. César arrive dans le pays et quelqu'un lui dit, tu sais, il y a un type là-haut, il est bizarre, ça fait des années qu'il est dans son tonneau. Voilà. Et puis, et César dit, je veux le voir. Alexandre le Grand dit, je veux le voir. Donc il y a une petite délégation qui va voir, et il y a un avant-coureur qui va dire à Diogène, tu sais, l'empereur va venir te voir, mets-toi, prépare-toi, etc. Il ne bouge pas d'un poil. Et le grand César arrive, et puis il voit Diogène dans son tonneau qui ne bouge pas. Mais on lui a dit que c'était l'empereur. Il n'en a rien à foutre. Et donc, à ce moment-là, l'empereur se penche sur Diogène avec une espèce d'énorme condescendance. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon brave?
C'est là qu'il lui dit, je ne te demande rien, ôte-toi de mon squelette. Alors j'aurais été empereur, ça aurait été vexant quand même. Il a répondu. Hein? Il a répondu après. Et il a dit, Alexandre a dit, Ah, ça, je connais si pas. je n'étais Alexandre, j'aimerais être Diogène. Oui, Ah, ça j'ai pas ça. parce Il n'était pas condescendant, il était Non, très non, non. admiratif quand il a été voir C'est Diogène. ça, c'est ça. Parce qu'Alexandre, il a été éduqué par Aristote. Voilà. Oui, Son professeur de philosophie, c'était oui c'est vrai. Aristote. Mais alors, d'où cette idée d'accumulation, Ce qui est pas donné à tout le c'est monde. quoi, quand on parle du syndrome de Diogène et qu'on dit que c'est quelqu'un qui n'arrive C'est pas à cette se maladie là où tu ne peux où pas tu ne peux pas arriver. te débarrasser. Non, tu n'y dans arrives son pas, appart, tu alors vis sur pourquoi, les quel rapport avec le tonneau? L'insatiabilité, tu veux dire. Et je pense que L'insatiable. Diogène vivait effectivement dans... Tu accumules, il y a une espèce de syndrome d'accumulation de choses Oui, dont tu ne peux pas te débarrasser. Comment? Dans un tonneau, il ne devait pas pouvoir accumuler. Ben, je ne sais pas pourquoi on parle bien du syndrome de Diogène, qui est une maladie. Oui, mais Ça, je ne sais je ne pas. connais pas trop ça. Parce que Diogène, c'est une sorte d'ascète, complètement. si tu veux, qui vivait nu. Dans le tonneau, c'est pour dire qu'il vivait nu. Et qu'il a laissé un tonneau pour se cacher quand Alexandre est arrivé. Ah ben il était asocial et il était... il choquait tout le monde. Oui, une sorte d'ermite, Mais plus que ça, un provocateur en même temps. Hein. ce qui est très classique chez les Grecs. Non, mais c'est important. Admirable. C'est important de parler de ces choses. Vous étiez en présence des amis de Pierre Rabhi au village de Madène, sous la tente Touareg en Mauritanie. Un soir de veillée autour d'un thé philosophique et non pas d'un café philosophique pour changer. Aujourd'hui, à Madène, jardin, dispensaire, école, coopérative de femmes et la création d'un centre de formation à l'agroécologie sont en train d'éclore dans ces terres arides. Merci, merci. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un autre voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage. À la semaine prochaine. Bye. Ça va.